Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Dans quelques jours débute la Coupe du Monde en Russie. Il y a moins de 3 mois, en Russie, à Saint-Pétersbourg, lors d'un match amical Russie-France, des cris de singe ont été entendus dans les tribunes quand Paul Pogba ou Ousmane Dembélé touchaient la balle. Cela risque de se reproduire à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a été demandé aux arbitres d'interrompre les matchs. Est-ce suffisant? Est-ce que les joueurs ont une responsabilité dans ce type de situation? Écoutez, ce serait déjà très bien que les arbitres arrêtent le match. Je pense que ce serait extraordinaire. Pour l'instant, il n'y a jamais eu un cas de ce type. Après, effectivement, je pense qu'il faut appeler à la responsabilité des joueurs. Effectivement, les joueurs ont aussi la possibilité de faire en sorte que que le match ne continue pas. Mais en règle générale, lorsque les joueurs s'approchent de l'arbitre et commencent à dire voilà, il se passe ça, il y a même des fois, ce sont les joueurs qui reçoivent des cartons jaunes. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose, ce sont les arbitres en fait. Vous, ça vous est déjà traversé la tête quand vous étiez joueur, d'interrompre un match, d'en parler à l'arbitre, d'agir en fait pendant que vous étiez sur le terrain, ou c'est trop compliqué? En fait, c'est pas trop compliqué. Très souvent, par exemple, on me posait la question après le match, pourquoi vous n'êtes pas sorti du terrain? Parce qu'on a toujours l'impression que ce sont les personnes qui subissent le racisme qui doivent trouver la solution. Et moi, je dis très souvent, peut-être qu'il faut éduquer les joueurs qui ne subissent pas le racisme pour leur dire qu'en fait, c'est eux qui peuvent faire changer les choses. Aujourd'hui, si j'avais été joueur de foot, en ayant effectivement cette conscience que j'ai acquérie avec pas mal d'années, je pense que je me manifesterais assez fortement pour que le match s'arrête. Voilà. Il y a eu aux États-Unis en 2016 un mouvement très fort, auquel vous êtes d'ailleurs associé, qui s'appelait Take a Knee, à l'initiative notamment de footballeurs américains, puis de basketteurs, qui consistait à s'opposer aux violences raciales aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer aujourd'hui en Europe? Difficilement. Parce que lorsque vous êtes aux États-Unis, tout d'abord, vous avez conscience d'être noir. Vous pouvez vous affirmer en tant que noir. Vous connaissez en règle générale l'histoire du racisme. Parce que cette histoire est violente, cette histoire est d'actualité. Donc, vous savez que vous devez vous positionner. Et si vous vous positionnez en tant que noir, dénonçant le racisme lié à la couleur noire, ça peut choquer, mais c'est compréhensible. Alors qu'en Europe, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en Europe, on essaie de dire aux personnes que la couleur de peau n'a pas d'importance. Les gens ont tendance à ne pas se percevoir, notamment blancs. Les Noirs, ils le savent. Mais ils ont beaucoup plus de mal à revendiquer cette couleur parce que peut-être que ce serait moins bien compris dans la société européenne. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué de penser que ce soit possible en Europe. Pourtant, ce serait quelque chose d'extrêmement important de pouvoir effectivement faire bloc devant une situation en disant voilà, écoutez, vous savez quoi, c'est très bien le jeu, mais par contre, nous, personnes noires qui subissons le racisme dans les stades, on ne doit plus accepter. Mais, comme je vous dis, les mentalités sont extrêmement différentes. Alors, le joueur noir qui avait été à l'initiative de ce mouvement, Colin Kaepernick, c'était un quarterback. Et quarterback aux États-Unis, c'est un peu le cerveau de l'équipe de football américain, et on voit que c'est un poste qui est occupé par très peu de noirs, en fait. C'est surtout des blancs, un tout petit peu plus de noirs ces dernières années qui l'occupent. Et on voit que donc les noirs sont assignés à des tâches où on va plutôt leur demander de courir sur le terrain, plutôt que de réfléchir à la stratégie de l'équipe. Pendant des années au Brésil, jusqu'au milieu des années 2000, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de gardien de but noir dans l'équipe nationale du Brésil. Jusqu'à Duda, il y a eu pendant des décennies des gardiens blancs au motif que les noirs étaient maladroits avec les mains. Est-ce que ce type d'assignation, c'est quelque chose qu'on retrouve en France, ou vous avez rencontré en Europe? Est-ce que ça existe encore? Si ça existe encore, la question, vous me la posez parce que vous êtes blanc, peut-être. Moi qui suis noir, je sais que ça existe. Il suffit d'ouvrir les yeux. Vous allez voir que dans les publicités, à la télévision, très souvent, je parais sur le terrain de sport. Oui, mais c'est juste pour sortir du sport. Parce qu'en fait, si vous restez dans le sport, vous ne comprenez pas. Vous allez finir par faire croire aux gens que ça se passe que dans le sport. Mais en fait, si ça se passe dans le sport, c'est parce qu'avant tout, ça se passe dans la société.
C'est plutôt Vous voyez ce que je veux l'inverse. dire? On vous interviewe sur le sport, parce que justement, le sport, c'est le milieu social dans lequel on dit, bah non, il n'y a pas de racisme, regardez le terrain, vous voyez bien, il y a des noirs partout, s'il y a bien un lieu dans la société où il n'y a pas de racisme, c'est le sport. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on va mettre, par exemple, un noir plutôt grand, costaud, derrière pour défendre, ou bien la pointe de vitesse comme ailier, et que peut-être, mais je vous pose la question, le moins le mettre dans un centre de formation, dans un poste où il aura à réfléchir, à créer, à inventer. Mais parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de dire que il y a certains postes où on réfléchit, à d'autres postes qu'on ne réfléchit pas. Mais lorsque vous êtes sportif de haut niveau, à tous les postes on réfléchit. Et donc le quarterback, il n'est pas plus important qu'un quelqu'un qui court vite et qui va prendre les bons espaces au bon moment. Parce que le quarterback, il peut être très bon, mais si le joueur en question ne fait pas les déplacements intelligemment, ben, il ne pourra donner la balle à personne. Donc en fait, c'est je veux dire, effectivement, dans l'inconscient collectif, parfois, on a l'impression qu'il y a des postes où on ne réfléchit pas. Mais moi-même, j'ai déjà entendu quand j'étais jeune qu'un joueur noir ne pouvait pas être défenseur parce qu'à un moment donné, il va se tromper. Ou il ne peut pas être gardien parce qu'à un moment donné, il va se tromper. Mais là encore, ce sont des préjugés de certains entraîneurs. Alors, on va déplacer la question pour certains qui sont vraiment, peut-être les joueurs aussi y pensent, mais celui qui est encore plus censé penser, la stratégie, c'est l'entraîneur. Or, qu'est-ce qu'on remarque, tout bêtement, quand on regarde les terrains de foot ou les terrains de sport, c'est qu'il y a énormément d'athlètes, de sportifs noirs ou de couleur, et que sur les bancs des entraîneurs, il y en a extrêmement peu. Que ce soit en première division, en deuxième division, en troisième division, que ce soit en football, en basket ou dans d'autres sports collectifs. Et je ne parle même pas des dirigeants. Comment vous expliquez ça, comment vous l'analysez? Ben là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un préjugé sur la capacité des personnes noires à gérer un groupe. Mais en même temps, ça reflète aussi ce que c'est réellement le racisme, en fait. C'est le fait de ne pas vouloir partager les situations de pouvoir. Lorsque vous êtes joueur, ok, on peut vous laisser jouer, vous pouvez faire gagner l'équipe, mais après, lorsqu'il y a un poste d'entraîneur, il y a moins d'entraîneurs que de joueurs. Et donc, effectivement, là, peut-être que le choix, c'est même pas peut-être d'ailleurs, parce que c'est pas un hasard qu'il y ait si peu d'entraîneurs dans tous les sports co en France, alors que lorsque vous allez dans les échelons inférieurs, si vous allez faire le tour des petits clubs dans la région parisienne, vous verrez, et vous allez voir de quelle couleur sont les éducateurs ou les entraîneurs de jeunes. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes-là ne peuvent pas gravir l'échelon. Bien évidemment, on va trouver plein de personnes pour vous dire que oui, voilà, c'est pour ça. Mais effectivement, il y a plein de joueurs qui sont jugés à travers leur couleur de peau. Mais parce que c'est l'histoire de la société française, c'est l'histoire des sociétés européennes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des a priori extrêmement négatifs. Certains militants en France antiracistes parlent d'un racisme d'État. C'est une expression que vous reprendriez à votre compte? Si vous êtes marron foncé, il y a plus de probabilité que ça se passe mal avec la police. Moi, je le sais. Pourquoi? Parce que je vis dans ce monde-là. Si vous voyez, vous répertoriez dans les années passées les problèmes qu'il y a eu avec des jeunes et la police, vous allez voir que ces jeunes ont une certaine couleur de peau. Hein. Ben, donc, à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce que fait l'État? Moi, d'accord, je suis marron foncé encore, je sais que très bien, si vous êtes raciste, il y a un métier peut-être que vous pouvez aller facilement pour essayer d'assouvir vos sentiments ou vos je sais pas quoi, c'est aller à la police, hein, travailler à la police. Vous savez, encore une fois, je pense que certaines personnes qui violentent les enfants vont aller vers des métiers où ils vont être au contact avec les enfants. Mais dire ça, c'est tout d'un coup je suis un méchant et je dis que la France est raciste, ben je ne crois pas. Hein. Je dis simplement qu'il y a une réalité et que cette réalité, il ne faut pas se leurrer, elle existe. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, je dis qu'il y a une réalité. Voilà.
Il y a un sélectionneur qui a été mis en cause par Karim Benzema, qui a dit je ne dis pas que Didier Deschamps est raciste, mais je dis qu'il a en partie cédé à un climat en France et à des injonctions politiques qui font que je ne suis plus sélectionné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je pense que Didier Deschamps essaye de protéger son groupe. Moi, étant donné que je suis joueur, donc j'ai une lecture en tant que joueur. Lorsqu'il y a un problème entre deux joueurs, c'est toujours délicat de donner raison à un joueur. Parce que très souvent, dans l'affaire Karim Benzema, on oublie Valbuena. Donc effectivement, dans n'importe quel groupe, si vous êtes en charge de ce groupe-là, il faut faire très attention dans comment vous allez manager. Et donc, il est préférable, peut-être, d'écarter les deux. D'ailleurs, ce qui a été fait. Mais en fait, comme Benzema est un très grand joueur et l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde s'arrête sur Benzema. Et comme Valbuena est moins bon, donc on le balaye. Mais en fait, l'histoire, c'est deux joueurs. Lorsque vous parlez de l'histoire, il faut toujours citer les deux noms parce que sinon les gens finissent par ne pas comprendre. Après, Benzema n'a pas tort. C'est-à-dire que la lecture de son cas est aggravée parce qu'il a ses origines. Ce serait extrêmement naïf de ne pas le savoir. C'est la réalité. Attendez, je veux dire, vous êtes dans une société, d'accord, où il semblerait que l'égalité serait pour tous, mais lorsque vous êtes un jeune garçon noir ou un jeune garçon de type maghrébin, vous ne vivez pas la société comme quelqu'un de couleur blanche. Le rapport à la police, par exemple, n'est pas le même. Donc vous pensez bien qu'effectivement, ce que peut faire Benzema n'est pas lu de la même façon que si c'était un jeune garçon blanc. Hein. Donc, quand il dit qu'il y a un sentiment qui est beaucoup plus dur avec lui, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'il n'a pas été retenu en équipe de France à cause de cela. Lui, en tout cas, a été exclu pour une question de groupe, mais aussi au motif officiel qu'il a été mis en examen à un moment donné. D'autres internationaux ont été critiqués parce qu'ils ne chantaient pas la Marseillaise ou parce qu'ils faisaient mal ceci ou cela. Et puis il y a deux internationaux, dont un qui est sélectionné pour le mondial, Lucas Hernandez, mais aussi Kingsley Coman, qui ont été condamnés pour des violences à l'égard des femmes. Et ça, en revanche, ça ne fait pas une ligne dans les journaux, ça ne met pas en cause, alors qu'ils ont été condamnés. C'est pas que c'est en instance, en instruction ou quoi que ce soit. Et ça ne fait pas débat. Comment vous l'expliquez ? Mais que peut-être que c'était deux joueurs qui n'ont pas une très grande notoriété, peut-être, ou peut-être que certaines condamnations est plus importante que d'autres. Je ne sais pas, je m'explique pas, parce qu'en fait, déjà, ce que vous me dites, je suis en train de l'apprendre, donc voilà, et donc peut-être que je me dis, peut-être qu'en fait, c'est le fait d'avoir médiatisé ou pas la chose. D'accord. Dans votre carrière, vous avez connu pas mal de vestiaires, en club, en équipe nationale. Vous avez forcément côtoyé des footballeurs gays. Je sais que vous vous battez contre l'homophobie. Statistiquement, en tout cas, on peut imaginer que dans les équipes de football, il y a aussi des footballeurs gays. Ouais. Est-ce que c'est un sujet, le fait qu'il se soit aussi difficile, que ça reste un tabou dans le monde du football, qu'il n'y ait pas de footballeur ou sportif en général, qui puisse s'afficher avec un homme. Didier Deschamps en a fait part hier dans une interview en disant on est au XXIe siècle finalement. Est-ce que c'est un sujet dont parlent les footballeurs entre eux ? Moi, je pense personnellement que dans le milieu du foot, ce serait compliqué de le dire. Dans le milieu du foot. Mais ça ne veut pas dire dans l'équipe. Parce que dans l'équipe, effectivement, il y a des joueurs qui sont homophobes, d'autres qui ne le sont pas. Très souvent, c'est lié à votre éducation et votre façon de penser le monde. Mais je pense que c'est le milieu du foot, les supporters, c'est en fait la pression de la société. Et c'est pas simplement dans le foot que c'est difficile à le dire. Vous savez, dernièrement, j'ai pris un avion où il y avait un steward qui est venu me voir en me disant « Monsieur Thuram, voilà, ce que vous faites, c'est très bien avec la fondation. » Moi, j'ai dû quitter la Guadeloupe parce que j'étais homosexuel. Donc vous voyez bien que c'est lié à la société, c'est pas simplement lié au foot que de dire... Vous voyez, là aussi j'ai l'impression que toujours on focalise sur le foot
comme si, en fait, la plupart des joueurs étaient homophobes. Non, c'était pas la question, Ouais, c'était ouais. la réaction du monde du football. C'est pareil. Non, mais ça rejoint les premiers échanges qu'on avait sur, par exemple, le stade. Est-ce que de la même manière, puisque c'est quelque chose qu'on a évoqué, arrêter un match pour cause d'insultes racistes, il ne faudrait pas arrêter un match moi, pour bien des sûr. insultes homophobes, par Ah, exemple. pour moi, c'est une évidence. Parce que les deux choses sont liées de toute façon. Hein. Et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, il y a eu un gros travail de fait aussi, parce qu'avant, les supporters, ils s'en donnaient à cœur joie, vous voyez, même gratuitement. Je m'en souviens quand j'étais jeune, par exemple, quand le gardien dégageait, il y avait des chants homophobes. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait, mais moi, je suis entièrement d'accord qu'il faut arrêter les matchs. Parce que c'est une évidence qu'à un moment donné, je pense que le foot notamment, parce que c'est le sport le plus regardé, peut servir à éduquer la société, pour leur dire, voilà, nous n'acceptons plus ces choses-là. Et passant par le foot, effectivement, vous touchez notamment les plus jeunes, qui seraient obligés de se questionner à savoir pourquoi. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Merci à vous. Bonne Coupe du Monde. Merci.